Salut, salut, on se retrouve pour une nouvelle série. Donc du coup pour le code, donc on va faire aujourd'hui la série numéro 7. C'est parti. Ok, commençons. Pour dépasser ce cycliste. Alors, je crois que j'ai bien retenu la règle, c'est, je crois, en agglomération. Je crois qu'agglomération c'est ville. En agglomération, je crois que c'est 1 mètre et en dehors, c'est 1,50 m. Et là, je dirais qu'on est en agglomération, du coup, c'est 1 mètre. On va revérifier pour être sûr. J'ai vraiment envie d'être sûr, ouais, je pense qu'on est en agglomération. La preuve, là, c'est en fait la vitesse qui est limitée à 50. Je laisse de préférence un intervalle de 1,50 m. Voilà, en fait, c'est la norme, c'est 1 mètre et on laisse le plus d'espace possible. En ville, pour dépasser un usager fragile, tel qu'un cycliste ou un piéton, je dois laisser un intervalle latéral minimum de 1 mètre, contre 1,50 m si j'étais hors d'agglomération. Voilà, on connaissait la règle, c'est bien. Mais pour plus de sécurité en précision d'un écart possible de la part de cet usager, je laisse de préférence un intervalle de 1,50 m, ce qui sera aussi plus courtois vis-à-vis de ce cycliste. Très bien, très bien, très bien. Eps. Ok. Donc là, il entoure le clignotant, le regard peut-être même du conducteur, le conducteur en tout cas. Donc le deuxième, plutôt, c'est la voiture de derrière. On va révisionner ça rapidement. Là vraiment, c'est vraiment, on essaie de comprendre les choses et apprendre en fait. Ok, voilà, voiture. Si on était en concours blanc, là, de preuve blanche, en fait, c'est chronométré. Là, on prend vraiment son temps pour comprendre les différentes règles. Et les mémoriser, tout à fait, bien sûr. Du coup, là, on voit la principale zone de danger. Alors, lui, il veut tourner. Il a montré son clignotant. Il n'est pas engagé. Le deuxième, on n'a aucune information. On n'a aucune information. Là, il n'est pas en arrêt, donc lui, il a pas pensé à dépasser, normalement. On ne sait pas s'il veut tourner, lui, ou pas. Je dirais que la principale zone de danger, c'est le numéro 1. Ah d'accord. Le conducteur de la camionnette tourne à gauche. Il doit me laisser passer puisque j'arrive en face de lui. Il me voit, il s'est arrêté. Ok, il s'est arrêté en fait. Ok. Donc le danger est assez réduit en ce qui concerne. Le principal danger se trouve derrière cette camionnette qui me masque la visibilité, un piéton que je ne peux pas voir et qui ne peut pas me voir non plus, pas avoir entrepris de traverser la route, d'autant plus qu'il y a un passage pour piétons. Il pourrait être surpris de me voir arriver et je serais également. Aussi, je me méfie particulièrement de la zone numéro 2 d'où il paraît surgir. Pour cela, je ralentis, je serre à droite et je garde le pied devant le frein. Donc, moi, je pensais qu'il passait, tu vois, enfin, il pointait plutôt la voiture. Alors c'est vrai qu'il y a un passage piéton, donc du coup, c'est plutôt le piéton qui pourrait passer. Moi, j'ai l'impression en fait que cette voiture était sur un passage piéton. Mais d'accord, donc on fait gaffe là, au cas où il y aurait un piéton qui pourrait être caché. Très bien, donc du coup, en fait, là, il n'était pas en danger parce qu'en fait, il s'est arrêté. On a bien retenu. Alors, zone 30. Ce panneau est mis en place parce que je risque de rencontrer des ralentisseurs, parce que je risque de rencontrer des usagers vulnérables. Voilà, donc ça c'est une règle. Parce qu'il y a des usagers vulnérables, on en ralentit pas parce qu'il y a des ralentisseurs. Les ralentisseurs sont là parce qu'il y a des usagers vulnérables. Donc pour qu'on suive la loi en fait, tout simplement. Du coup voilà, petit b plutôt. Voilà, dans une zone limitée à 30 km/h, il y a de fortes chances que je trouve des ralentisseurs.
Est-ce que c'est pour cela que la vitesse est limitée à 30 km/h? Bien sûr que non. La vitesse est limitée à 30 km/h parce que l'endroit est dangereux. Notamment parce que je risque d'y rencontrer des usagers vulnérables, plus de piétons, notamment des enfants des cyclistes. Les ralentisseurs ne sont là que pour obliger les conducteurs les plus récalcitrants à ralentir. Le danger n'est pas lié aux ralentisseurs eux-mêmes. Parfait. La date de validité du dernier contrôle technique est indiquée sur une vignette collée sur le pare-brise, sur l'attestation d'assurance, sur le certificat d'immatriculation, sur une étiquette placée dans le compartiment moteur. Ça a coquillard, oui, c'est pas possible. Contrôle technique, il n'y aurait pas de... Ça n'a aucun rapport avec le... Il ne mettrait rien dans le compartiment moteur. Donc la vignette, ça c'est sûr à 100%. L'attestation d'assurance, on peut se poser la question. Certificat d'immatriculation. Bonne question. J'irai sur l'attestation d'assurance parce que le certificat d'immatriculation, j'ai l'impression que t'as ce certificat en fait lorsque tu immatricules la voiture en fait. Mais entre temps, tu vas passer plusieurs contrôles techniques, donc du coup, s'il y avait cette date de validité, elle ne serait pas mise à jour. Ah bah non. D'accord, donc c'est certificat d'immatriculation. Et du coup, d'accord, c'est pas du tout la B. D'accord. Est-ce que je suis bien eu? Ok. Donc du coup, là on prend en note parce que c'est vraiment important, je l'aurais pas su. Donc validité du contrôle technique, du coup c'est la vignette, c'est sur la vignette et le certificat d'immatriculation. Très bien. Ok, donc sur la vignette, sur le procès verbal du contrôle technique, sur le certificat d'immatriculation. Bon, contrôle verbal, sur le procès verbal, ça me paraît plutôt logique. Et c'est tout. Inutile de chercher cette information sur un document d'assurance, dans le compartiment moteur ou à quelconque autre endroit. Je ne la trouverai pas. Très bien. Ah, celui-là, on l'avait vu hier. C'est les feux de croisement. Parce que les lignes ne sont pas droites. En vrai, il n'y a pas d'usager en face. Donc du coup, est-ce que ces feux sont adaptés à la situation? C'est quand même une bonne question. On pourrait en rencontrer quand même. Mais là, c'est vrai que le problème, en fait, c'est qu'on ne voit pas les feux. Enfin, on ne voit pas les panneaux. On n'a pas assez de visibilité. Donc je mettrai non. Or, je circule sur route non éclairée. Il n'y a personne devant moi que je suivrai ou que je m'apprêterai à croiser. Ces feux sont donc insuffisants. Je devrais circuler avec les feux de route signalés par un témoin bleu au tableau de bord, c'est-à-dire des feux puissants qui me permettent de voir loin et large pour plus de sécurité. Enfin, vraiment, en fait, le principal facteur même là, c'est on voit pas grand-chose en face là, surtout qu'on voit qu'on commence à tourner et même là, on voit même pas le panneau.
Un entretien régulier de ma voiture permet d'éviter des frais importants en cas de panne. Bah oui, tout à fait. Parce qu'en fait, un mauvais entretien, par exemple, je sais pas, du moteur, ça va. Enfin, je n'ai pas vraiment d'exemple, mais ça c'est logique, ça me paraît logique. La plupart des grosses pannes, oui. C'est comme remettre l'huile, je sais pas. Enfin, non, je n'ai pas vraiment d'exemple, Je n'ai pas envie de te dire des bêtises. Il y a deux sortes d'entretien à faire sur une voiture. Ceux que l'on confie à un garagiste, il s'agit des révisions, la vidange, le contrôle des freins, le remplacement des filtres. Et ceux que l'on fait soi-même régulièrement, l'état et la pression des pneus, l'absence de fuite, le bon état de l'éclairage. Si ces deux entretiens sont faits régulièrement, le risque de panne grosse ou petite est pratiquement inexistant. Les usagers ont tendance à circuler plus vite la nuit parce que le risque est moins perceptible. Il n'y a pas de moins de risque d'accident en fait. C'est un piège parce que la circulation est plus fluide. Oui, donc je pense que c'est B et C. Le risque d'accident est plus élevé la nuit que le jour. D'accord. En effet, malgré une circulation beaucoup moins dense, il y a presque autant de tués la nuit que le jour. Pourquoi ? Parce que la nuit donne un sentiment de sécurité trompeur. On ne voit pas tous les dangers puisque le champ visuel est réduit à la portée des phares et qu'il y a moins de circulation. Résultat, les conducteurs roulent plus vite et les accidents sont d'autant plus graves. D'accord. En faisant chauffer mon moteur à l'arrêt, il chauffe plus vite et je limite son usure. Je crois qu'on a souvent fait ça, chauffer le moteur à l'arrêt. Bon, je vais mettre oui, mais je n'ai pas vraiment de... Là, ça va être full apprentissage. D'accord. Donc non. Ok. Un moteur qui tourne sur place a besoin de plus de temps pour chauffer que lorsque la voiture est en circulation. Cette montée en température est aussi moins homogène. Certaines pièces doivent être en mouvement pour chauffer. Donc moins efficace. Ok, ça me paraît logique. Donc moins efficace. Cette pratique n'a aucun effet bénéfique pour la mécanique de la voiture. Faire chauffer son moteur sur place, c'est du gaspillage de carburant et une pollution inutile. D'accord, on retient. Ok. Les usagers dits fragiles sont les piétons, les cyclistes et les cyclomotoristes, les motocyclistes. Je dirais c'est tout. Ok. Il s'agit de tous les usagers qui ne sont pas protégés par une carrosserie. En fait, c'est ce qu'il faut retenir. Aucune protection par une carrosserie. Les piétons, les personnes en fauteuil roulant, ok. Tous les deux roues, cyclistes, cyclomotoristes, motards. À eux seuls, ils représentent près de la moitié des tués sur la route. D'accord ? Les véhicules lents, tracteurs agricoles, engins de chantier sont des véhicules lents mais pas spécialement fragiles. Très bien. On voit en fait que c'est un peu une zone en travaux. La vitesse va avoir tendance à varier suivant les zones de travaux. Et même à la fin des travaux, la vitesse va augmenter. Là, même, il faut être très vigilant. Donc, je pense que non. Quelle que soit la limitation de vitesse mise en place, je dois moduler mon allure, ralentir à l'approche des engins de chantier, surtout des personnes, et être prêt à freiner. Voilà. En cas de danger, les régulateurs de vitesse doivent donc être désactivés. Très bien. La situation la plus risquée est la numéro. Du coup, on va essayer de voir. Ok. Donc là, on voit que la personne a tourné sa roue. On voit qu'il n'y a personne derrière, etc. Donc là, la personne tournait sa roue. Et là, la personne recule, angle mort. Alors que là, la personne va plutôt s'avancer. Il va forcément nous voir. Je dirais que la situation la plus dangereuse, c'est celle-là, numéro 1. Parce que la personne ne va pas avoir tendance à ne pas nous voir. Et je ralentis dans des situations. Parce que là, on voit que la personne a tourné sa roue. Et elle est avancée sur la chaussée. Donc elle a tendance à forcément avancer. Et là, elle recule.
stationnement devrait me laisser passer, à condition qu'il me voie arriver dans la situation numéro 1. Je peux remarquer que le conducteur recule sans avoir de visibilité. Il risque de reculer encore un peu plus. Je dois m'attendre à ce qu'il continue de reculer. Dans la situation numéro 2, le conducteur ne me voit peut-être pas encore, mais cela ne saurait tarder, ou du moins il verra l'avant de voiture. La situation numéro 1 est donc la plus dangereuse des deux. Cependant, ces deux situations comportent des risques et j'ai ralenti dans ces deux situations. Très bien. Je me suis trompé de route. En revenant à droite, je risque de surprendre l'usager arrivant derrière moi complètement. On voit la personne là, en fait, elle essaie de passer par ici, donc du coup, là, elle est sur la deuxième voie. On se décale, c'est accident. Je risque de surprendre le conducteur arrivant de droite. Complètement. Parce que là, en fait, elle s'attend qu'on tourne, du coup, elle se prépare à avancer. Là, hop, on se passe là. Ça ne va pas. Je ne risque rien si j'accélère, très franchement. Ce n'est pas bon. Bon, ça me pourrait être plutôt logique. Pas vraiment besoin de lire pourquoi. Je peux facilement vérifier visuellement l'usure des plaquettes de frein. Non. Parce qu'en fait, les plaquettes de frein là sont à l'intérieur. Des disques, oui, je dirais. Ah bah, c'est une catastrophe. C'était l'inverse. Peut-être vérifier sur la plupart des voitures assez simplement, même s'il est souvent nécessaire de démonter chaque roue derrière laquelle se trouve ce dispositif de freinage. Donc c'est pas facile s'il faut démonter quand même. Ah bon, ok. D'au moins 3 mm, 2 mm pour les plaquettes arrière. Ça on peut retenir quand même. Donc épaisseur, plaquette de frein, du coup 3 mm. Et 2 mm. Donc, du coup pour ceux de l'arrière. D'accord. En revanche, les disques doivent être contrôlés par un professionnel, sauf gros défauts évidents, rayures profondes, traces de chauffage, de chauffe. Il faut du matériel et un certain savoir-faire pour évaluer l'état des disques de frein. Heureusement, ils s'usent beaucoup moins vite que les plaquettes. D'accord. Moi, je croyais qu'on pouvait le voir, mais non, pas du tout. Ok, donc du coup, disque, non. Plaquette de frein, oui. On a retenu. Ce panneau m'informe que le risque de dérapage augmente. Ah, j'ai jamais eu ce panneau. Je dirais que c'est au 2. Et oui, j'augmente l'intervalle de sécurité. En virage comme en freinage, en fait, j'ai l'impression que ça c'est plutôt une zone où on peut déraper. Donc dans les deux situations, c'est possible. D'accord. Ce panneau signale la présence de gravillons sur la route. Quels sont les risques de déraper lors d'un freinage dans un virage? Il suffit de ralentir et d'anticiper pour annuler ce risque. Autre risque possible, projeter ou recevoir un gravillon sur le pare-brise, ce qui peut le briser. Là encore, en réduisant ma vitesse et en augmentant l'intervalle de sécurité avec le véhicule qui me précède, je limite ces risques. Parfait. Un excès de vitesse de moins de 20 km/h est plus sévèrement sanctionné que si la vitesse est limitée à 50 km/h. Faux. Je dirais faux. Ah, j'ai cru moins sévèrement. Ok. Bah, j'ai mal lu. Du coup, c'est plus sévèrement. Oui. Parce qu'en fait, le rapport de vitesse est bien plus important en fait. Parce que si tu vas à 70 au lieu de 50, au lieu de. Ou si tu vas à 150 au lieu de 130, en fait, l'impact est beaucoup plus important à plus faible allure.
une amende de 4e classe, alors que j'aurai une amende de 3e classe. Donc on va chercher la vitesse limitée à plus de 50 km/h. Ok. D'accord. Et 20 km/h, c'est 1 point. Et du coup, 4e classe pour 50. Ok, on a retenu. 10 bonnes réponses pour combien? Pour 16. Ah là là, c'est pas... on va pas avoir un très bon score cette fois. Enfin, déjà, la dernière fois, on n'avait pas un excellent score. Bon, on se concentre un peu quand même. L'écomobilité permet de réduire la pollution sonore, je pense que oui. Atmosphérique, oui. L'écomobilité, c'est une façon de se déplacer en réduisant son impact sur l'environnement. Je suis écomobile si je favorise les transports en commun tels que le bus ou le train plutôt que des moyens de transport motorisés individuels comme la voiture très polluante. Je suis écomobile aussi si je privilégie la marche à pied pour les trajets courts ou encore le vélo, sachant que pour un même trajet, je peux utiliser plusieurs modes de transport écologiques. L'écomobilité permet donc de réduire la quantité de CO2 produite lors de ces déplacements et réduit le nombre de véhicules sur la route, ce qui réduit aussi le bruit et la pollution sonore. Très bien. Ah, ça faudra retenir. Et je dirais que c'est 30 minutes. C'est 15 minutes. D'accord. 30 minutes, c'est beaucoup. My bad. 2 heures de conduite. 15 minutes de pause. Très bien. Après 2 heures de conduite au maximum, même si je me sens pas fatigué, je fais une pause pour que celle-ci soit efficace et me permette de repartir dans de bonnes conditions. Celle-ci doit durer au moins 15 à 20 minutes. Durant cette pause, je sors de la voiture, je fais quelques pas accompagné de quelques exercices pour me remettre en forme. D'accord, très bien. 15 minutes, on l'a bien noté. Pour revenir dans la voie de droite, je vérifie. Rétroviseur de droite. Angle mort de droite. D'accord, très bien. Pour revenir dans la voie de droite, je dois impérativement surveiller 3 zones. Le rétroviseur intérieur pour savoir ce qui se passe immédiatement juste derrière moi et loin derrière. Ici, c'est masqué. Ouais. Le rétroviseur extérieur droit pour savoir ce qui se passe dans la voie que je souhaite rejoindre. L'angle mort de droite pour vérifier qu'aucun usager se trouve à droite de ma voiture. Le rétroviseur de gauche n'est pas utile dans ce cas. Très bien. Donc en vrai, là on voit que le car est quand même assez imposant. Et on sait qu'en passant à côté d'engins de grande dimension à une importante vitesse, il y aura une certaine attraction. Et là je parle de grande vitesse parce qu'en fait les deux véhicules additionnent leur vitesse en fait. Ils ne sont pas côte à côte. Du coup je dirais que je ralentis, je tiens fermement le volant et le croisement de ce car peut me faire dévier tout à fait. Ça m'a tiré vers lui. Un véhicule encombrant, un car ou un camion, déplace beaucoup d'air, notamment s'il va vite. En le croisant, cet air aura un effet sur la trajectoire de ma voiture, surtout lorsque la route n'est pas très large comme c'est le cas ici. Je ne peux pas m'en éloigner. Pour réduire cet effet, je commence par ralentir afin de ne pas faire d'écart trop important. Ensuite, je tiens fermement le volant et je me tiens prêt à rectifier si ma voiture dévie au moment du croisement. Mais si je roule trop vite, ma rectification risque d'être hasardeuse. Très bien. Pour céder le passage, du coup je m'imagine que céder le passage à ce véhicule. Je m'arrête au niveau de la flèche qui tourne à gauche.
priorité à droite et il n'y a pas de panneau. C'est quand même une bonne question ça. C'est priorité à droite, mais j'ai l'impression que le véhicule est avant moi. Oh, il est positionné avant moi pour... Là, c'est une question un peu compliquée, j'ai l'impression. Je devrais céder le passage, je dirais oui. Ok, je dois passer le passage. Priorité à droite. Je n'aurai pas assez de passage au camion arrivant de la gauche. Celui-ci rencontre un stop identifiable grâce à la ligne située devant ses roues. Ah d'accord, ok, ouais, cette ligne, d'accord. Mais je reste prudent, d'accord. Très bien, il a un stop, pas moi. La 5ème vitesse, c'est n'importe quoi. Pour stationner dans une rue en pente, j'enclenche la première vitesse. Ça, je n'ai aucune idée. Ça, on va le retenir, on le notera. J'arrive, je reste en première, mais je ne sais pas pourquoi. Dans une rue en pente, j'ai plusieurs possibilités de bien immobiliser ma voiture en plus du frein à main. Oui, le frein à main obligatoire. Je peux tourner les roues vers le trottoir au cas où le frein à main connaîtrait une défaillance. Et je peux aussi enclencher une vitesse. Mais laquelle? Je sélectionne la vitesse la plus courte, c'est-à-dire celle qui engendre le plus le frein moteur. À savoir la première vitesse, la 5ème vitesse ou la 6ème sur certaines voitures ne serait d'aucune utilité. Ok, ça va noter, donc du coup, pente, stationnement. Donc frein à main. Tourner les roues. Et même en fait du coup, première vitesse à cause du frein moteur en fait. Voilà, parfait. On passe à la suivante. Ouais, un éblouissement de plusieurs secondes à se résorber. L'abaissement du pare-soleil peut limiter l'éblouissement. Non. Mince. Moi je crois que l'éblouissement c'était pas vraiment la vue. Oui, c'est vrai en fait que ça va un peu limiter les rayons du soleil en fait. C'est vrai. Je peux baisser le pare-soleil avant de sortir, cela pourra atténuer légèrement la luminosité. Surtout si le soleil se trouve en face, mais surtout si je ralentis pour compenser mon temps. Ok, donc c'est possible. Surtout s'il est en face en fait. Ok. Je tiens compte, oui. Ça veut dire qu'on peut glisser, mais par tous les temps. Il ne suffit pas qu'il pleuve en fait. Dans les deux cas en fait, oui. Ce panneau m'informe d'un risque de dérapage. Aucun panneau ne propose ce risque. Risque de verglas partant de pluie. Je dois donc en tenir compte, quelle que soit la météo. Le risque de déraper peut être dû à la route elle-même, un revêtement dégradé, un dévers ou des gravillons, donc même lorsque la chaussée est sèche.
Mon GPS me dit de tourner à droite. Je contourne les panneaux et je tourne à droite. Bien sûr que non. Je suis les panneaux de déviation. Donc en gros, cette voie est impraticable, selon les travaux et des choses comme ça. Déviation, ensuite déviation. Suivre aveuglément la voiture blanche, certainement pas. Si la route est barrée, c'est qu'il y a une bonne raison. Pour ne pas me perdre et rester dans la bonne direction, je suis les panneaux déviation. Ceux-ci sont mis en place pour contourner la route barrée jusqu'à ce que je puisse la rejoindre. J'oublie donc mon GPS quelque temps. Parfait. Ce panneau indique un emplacement de stationnement réservé aux usagers pratiquant le covoiturage, aux véhicules destinés à l'autopartage. Je dirais que c'est l'autopartage. C'est en fait on voit une main qui donne la voiture à l'autre. Du coup je pense que c'est l'autopartage. Ce panneau concerne l'autopartage, il indique des emplacements réservés aux véhicules mis à disposition pour ce service de location. Il ne faut pas confondre l'autopartage et le covoiturage, le regroupement de personnes qui font un même trajet dans un seul véhicule qui dispose aussi d'un panneau spécifique pour signaler les parkings dédiés à cet usage, mais qui est différent. Très bien. Conduite accompagnée. Pour faire la conduite supervisée, je dois avoir l'accord de l'assureur. Bah oui, bien sûr. Participer à un rendez-vous préalable à l'auto-école. J'imagine que oui. Pour qu'ils donnent un peu leur avis en fait. Pour faire la conduite supervisée, il faut être âgé d'au moins 18 ans. Il faut aussi avoir obtenu son code, avoir l'accord de l'assureur du véhicule, avoir effectué au moins 20 heures dans une école de conduite, avoir un accompagnateur qui répond à certains critères, avoir obtenu les certificats de fin de formation lors d'un rendez-vous en auto-école. Très bien. Je prends mes décisions uniquement selon le régime de priorité, en fonction de l'action des usagers, selon l'endroit où regardent les usagers. Je vais mettre le deuxième, troisième. Le conducteur de cette voiture devrait me laisser passer. Mais est-ce que cela est le plus important? Non. Un simple panneau accompagné d'une ligne peinte au sol n'évite pas les accidents. Ce qui est important à une intersection, que je sois prioritaire ou pas, c'est ce que font les autres usagers. Avancent-ils ou sont-ils à l'arrêt? Regardent-ils dans ma direction? Semblent-ils en difficulté? Quelle est leur zone d'incertitude? Bref, je me fie surtout à leurs actions et à leur regard, bien plus qu'au régime de priorité. Très bien. Pour éviter de respirer la fumée de cette camionnette, je mets momentanément l'aération en position recyclage, je m'éloigne de la camionnette. Je ne m'éloigne pas de la camionnette parce que on voit qu'on n'est pas mal entouré. Du coup, non. Je mets momentanément l'aération en position recyclage. Oui. Je m'éloigne de la camionnette parce que pour moi, m'éloigner, en fait, c'est changer de voie. Ou c'est freiner. Ouais, c'est peut-être freiner. Le véhicule devant moi dégage une fumée importante, bien évidemment toxique et irritante. Dans un premier temps, je peux placer la ventilation de ma voiture en mode recyclage ou recirculation, ce qui isole l'habitacle en fermant l'entrée d'air extérieur. Mais son utilisation doit être ponctuelle car l'air deviendrait vite saturé en CO2 et en humidité. Le mieux est de m'éloigner de ce véhicule. Ensuite, j'arrêterai le mode de recyclage et j'ouvrirai les fenêtres pour bien aérer le véhicule. Moi, en fait, je crois que c'était un piège qui me disait en gros éloigné, donc du coup changer de voie, alors qu'en fait on n'a pas fait attention aux environs. Et donc du coup, ok, je m'éloigne. Très bien. Je porte mon regard en 1, en 2, en 3. 1, je ne sais pas ce que c'est. 2, apparemment il y a un véhicule qui arrive. 3, c'est devant moi.
Enfin, en 3, je regarde devant moi, je comprends pas. Si je suis ébloui par un conducteur arrivant en face, je ne dois surtout pas fixer ses feux. Sinon, l'éblouissement sera plus intense et plus long à résorber. Je porte mes yeux là où un danger est le plus probable, c'est-à-dire du côté droit de la chaussée dans ma voie de circulation, en regardant le plus loin possible. Concrètement, je regarde l'accotement droit au lieu de représenter ici, au loin représenté ici par la zone 3. Ok, très bien. Le moment est bien choisi pour dépasser cette voiture. Donc là, on voit qu'il y a une double voie et après une voie qui va dans l'autre sens. Marquage effacé. Mais on comprend, avec le marquage soit effacé, on comprend bien qu'il y a deux voies et une troisième voie ici. Il n'y a aucun danger à l'arrière. Je dirais que oui. D'accord, non. Le panneau le plus proche temporaire me signale que les marquages au sol sont effacés. Un deuxième panneau qui a l'air permanent m'indique que la chaussée comporte normalement 3 voies, dont 2 réservées à mon sens de circulation. Vous voyez ce qu'on avait compris. Puis-je en tenir compte et entreprendre le dépassement de cette voiture? Ce n'est pas certain. Il n'y a pas de ligne continue pour formaliser les voies et je ne suis pas à l'abri qu'un véhicule arrivant en face soit mal placé ou que deux véhicules ne soient pas en cours de dépassement. Il n'y a aucune visibilité en face. Il faut donc attendre un meilleur endroit pour dépasser, surtout que si la voiture devant moi circule plus lentement, c'est peut-être aussi, et avec raison, à cause des travaux. La règle est donc de réduire son allure en pareil cas. D'accord, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité. Travaux, on fait attention, on ralentit plutôt que de dépasser. C'est plutôt la mode de ralentir au lieu de dépasser dans les zones de travaux. C'est ça la conclusion. En plus de la non-visibilité. Généralement, le siège conducteur serait vers l'avant et vers l'arrière, vers le haut et vers le bas. Ça c'est sur l'avant-l'arrière. Le haut et le bas, non. Je crois plutôt que c'est le volant. Ah, le haut et le bas aussi, ok. Pour plus de confort et moins de fatigue, les voitures modernes proposent de plus en plus de réglages pour une bonne installation. Afin de s'adapter à la morphologie de chacun, la plupart des véhicules permettent désormais de régler le siège en profondeur d'avant-arrière, mais aussi en hauteur. D'accord. Attention alors de régler la hauteur du volant et de la ceinture en conséquence. Très bien. Ce type d'usure sur un pneu est caractéristique. Ah, ça c'est la question à 1 million, ça. Si l'usure sur un pneu est caractéristique. Je pense pas d'un sous-gonflage ou surgonflage parce que ça aurait été là aussi en fait ça aurait été usé en fait. C'est juste en fait je crois que surgonflage et sous-gonflage en fait ça accélère le processus mais ça ne crée pas un contraste en fait. D'un défaut des amortisseurs. J'aurais dit défaut de parallélisme, même si je ne sais pas ce que c'est. Défaut de parallélisme, parce que amortisseur ça paraissait bizarre. L'usure de ce pneu est caractéristique d'un problème du train avant. Le parallélisme a un gros défaut, ce qui induit une usure rapide et prononcée d'une partie de la bande de roulement. J'aurais pu me rendre compte, la voiture tirait sans doute d'un côté, c'est-à-dire que le volant droit, elle avait une tendance à tourner toute seule. Je n'ai pas le choix, je vais devoir remplacer les pneus, au moins les 2 de cet essieu. Mais je devrais aussi faire régler le train avant, sinon les prochains pneus subiront rapidement le même sort. Okay. Défaut de parallélisme. Très bien. Pour tracter une remorque de 900 kg, je dois avoir le permis EB, c'est la somme des PTAC et 2. Je dois avoir le permis EB si la somme des PTAC est 2. Le permis EB, c'est en plus de leur formation. Je crois que c'est 2,5 tonnes un véhicule, 3,6 tonnes du coup.
en achetant 900 kg. Alors, je raconte n'importe quoi. 2 tonnes 5 plus 900, ça fait 3 tonnes 4. Je dois faire une formation si la somme des PTAC est 2. 4 tonnes. Dans 3 tonnes. Et permis EB, je pense que c'est 4 tonnes 3. Donc c'est 4 tonnes 3 et 4 tonnes, d'accord. En dessous d'un PTAC de 750 kg, je peux tracter n'importe quelle remorque, mais je dois m'interroger dès l'instant que je tracte une remorque ou une caravane ayant un PTAC de plus de 750 kg, même si son poids réel n'atteint pas cette valeur. Si la somme du PTAC de la voiture et de la remorque ne dépasse pas 3 tonnes 5, le permis B se suffit. La somme du PTAC de la voiture et de la remorque est comprise entre 3 tonnes 5. Je dois faire la formation. Ici, la voiture et la remorque. Ok. Donc, PTAC supérieur 3006. Donc compris entre 3500 kg et du coup 4250 kg. Du coup c'est une formation. Alors que PTAC supérieur à 4250 kg, c'est du coup permis EB. Pour croiser ce véhicule, je commence par serrer à droite, puis je ralentis. Je commence par ralentir, puis je serre à droite pour ne pas aller trop vite. Donc du coup sur un terrain difficilement praticable, je pense. La route est étroite et il sera impossible de se croiser sans utiliser l'accotement. Et comme il est plus large de mon côté sur ma droite, c'est moi qui devrais le plus l'utiliser. Pour que le freinage reste efficace et éviter un dérapage, voire une perte de contrôle, je dois effectuer le ralentissement ou le freinage alors que mes 4 roues sont sur la chaussée. C'est ensuite, lorsque mon allure sera adaptée au croisement de ce véhicule, que je serrerai à droite sur l'accotement. Très bien. La prise d'information est réduite si je roule vite, oui. Si j'ai consommé de l'alcool, oui. La vitesse réduit le champ visuel, la vision périphérique devient floue. D'autre part, plus je roule vite, moins je dispose de temps pour voir et comprendre un danger avant d'arriver dessus. La vitesse altère donc la prise d'information. Parmi les effets de l'alcool, note là encore les troubles de la vision, les prises de décision tardives, voire inadaptées. On peut alors imaginer les effets de la combinaison fréquente d'alcool-vitesse. D'accord. Je circule à la vitesse maximale autorisée alors qu'une personne est sur la bande d'arrêt d'urgence. Non. Je ralentis et je m'écarte. Ces personnes arrêtées sur la bande d'arrêt d'urgence sont dans une situation périlleuse puisque la situation le permet, la chaussée donc est à sens unique et personne n'est sur le point de me dépasser. Je préviens et je m'écarte en utilisant la voie de gauche sans oublier de freiner pour allumer les feux stop et bien sûr ralentir. Cela permet aussi d'attirer l'attention des usagers qui me suivent et qui n'ont peut-être pas encore perçu le danger. Très bien. Les feux diurnes
D'être mieux la nuit, mieux vu par temps clair, les feux diurnes. Ah, donc j'imagine que c'est ça. D'être mieux vu par temps clair. Je pense qu'il y a des... Les feux diurnes sont des feux situés à l'avant, de couleur blanche, souvent à LED, qui s'allument automatiquement de jour dès la mise en marche de moteur. À quoi servent-ils? Pas à mieux voir, quelles que soient les conditions, ils ne sont pas assez puissants pour éclairer efficacement. Ils permettent d'être mieux vus de jour par temps clair, dès que la visibilité décroît, s'il pleut, s'il y a du bruit alors que la nuit tombe. Je les remplace par les feux de croisement. D'accord. Donc là, c'est aussi une information importante. Feu diurne, parce qu'en fait, j'aurais pas eu l'image, en fait, j'aurais pas compris ce que c'était. Donc feu diurne, c'est égal à feu de jour, jour clair. Voilà. Feu de jour plutôt et slash temps clair, on va mettre. Oups. Voilà. Je reste dans cette voie. On voit juste que les deux voies, ok, vont plutôt aller dans 800 mètres en une redirection plus vers la gauche. Si j'ai bien compris. Ah, je comprends pas vraiment ce panneau. Mince. On voit quand même que les deux voies juste vont plutôt vers la gauche. On va être dévié, mais je pense qu'on peut rester sur notre position. Hein. On voit que les usagers en face sont tous sur la voie de droite. Mais peut-être qu'il faudra ralentir, donc peut-être qu'il vaudrait mieux aller sur la voie de droite. Mais moi je dirais plutôt que je reste dans cette voie. Mais on voit qu'il y a des travaux, donc peut-être non. Mais je reste dans cette voie. Parce que je sais très probablement que sur cette chaussée à sens unique, les voies de circulation vont se poursuivre de l'autre côté du rail de sécurité. La chaussée de gauche sera donc temporairement en double sens. Pourquoi devrais-je rester dans la voie de gauche comme maintenant on n'annonce pas la suppression de la voie de droite? Donc je ne suis pas à la place, je reviens de la voie de droite et gentil. Je n'ai pas compris. La signalisation temporaire m'annonce un basculement de chaussée, très probablement que sur cette chaussée à sens unique. Mes voies de circulation vont se poursuivre de l'autre côté du rail de sécurité. La chaussée de gauche sera donc temporairement à double sens. D'accord. Ok, très bien. Position latérale de sécurité, la position allongée sur le dos, jambes repliées, allongée sur le ventre. Latérale, de toute façon, enfin, faut pas me prendre pour des cacahuètes. Donc c'est allongé sur le côté en chien de fusil. Placer une victime en position latérale de sécurité, c'est le placer allongé sur le côté, jambes repliées, en chien de fusil, la tête reposant sur son bras. Ainsi, elle pourra respirer normalement et cela limite le risque qu'elle s'étouffe. Cette position est mise en œuvre en présence d'une victime allongée sur le dos, inconsciente, mais qui respire normalement. Très bien. Je peux conduire alors que je prends ce médicament. Non. Niveau 3, c'est que quoi qu'il arrive, on ne peut pas conduire. Je l'avais déjà eu celui-là il n'y a pas longtemps. J'ai choisi seul de le reprendre. Ouais, c'est encore une réponse, de toute façon. 27. D'accord, on n'a pas fait... Je dirais pas qu'on a été moins bon que la dernière fois, on a eu 33, mais là je trouve que les thématiques étaient un peu plus compliquées. On n'était jamais tombé dessus. Très bien, 27. Je pense que ce serait aussi pas mal de prendre note en fait des différents résultats qu'on a eu. Du coup, je vais me faire une petite fiche là. On voit l'évolution. Donc du coup là, le 8 juin,
Du coup, on a eu un 33 sur 40. Le 9 juin, on a eu un 27 sur 40. Attendez, le 8 juin, on avait aussi fait d'autres tests. Je crois qu'on avait fait le test série 2. On avait eu 34 aussi sur 40. Série 1, je ne suis pas sûr. Non, je crois que série 1, on l'avait déjà fait. Ouais, série 1, on l'avait déjà fait. Série 5. Bon, dessus, on avait fait 33 à 34. Après, je ne sais pas, j'ai pas envie de faire une petite bêtise. Donc, du coup, dessus, 33 à 34 et aujourd'hui 27. Comme ça, on pourra un peu voir l'évolution et comment ça se passe. Du coup, très bien. Plutôt content de cette petite session. On a appris pas mal de choses. On a pris en note vraiment les choses à bien retenir. Et ok, un bilan plutôt positif, bien que la note ne soit pas très bonne. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très rapidement. Ciao.